Donc, notre premier webinaire aujourd'hui, je vous remercie tous et toutes d'être là. Le titre, c'est « Doit-on mesurer le genre ?» Donc, on va s'interroger aujourd'hui grâce à notre collègue Karen. Et ensuite, on va entendre Hélène Collineau. Hélène, tu es médecin de santé publique et tu as aussi un thèse doctorale en cours sur la question de la mesure du genre et du sexe en termes d'inférence causale, des méthodologies statistiques en épidémiologie sociale. Voilà, je ne sais pas si toi, Joanne, tu veux peut-être introduire Karen? Alors oui, avec grand plaisir. J'aurais beaucoup de choses à dire de Karen, mais je vais m'en tenir à la bio officielle qu'on a. Donc, Karen est chercheuse au Symbiose, mais elle est aussi cofondatrice du Symbiose, qui est un centre de recherche qui existe depuis plus de 30 ans et qui s'intéresse notamment aux inégalités de santé, en santé au travail et santé environnementale. Elle est professeure émérite au département des sciences biologiques de l'Université du Québec. Elle est chercheuse en ergonomie et, entre autres choses, ses recherches concernent l'apport de l'analyse de genre à la compréhension de données en santé au travail et l'analyse du travail des femmes dans le secteur des services. Elle a été auteure de plusieurs articles scientifiques, de plusieurs livres. Et surtout, elle a généralement des choses extrêmement intéressantes à nous dire. Et sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Karen. OK. Mais écoutez, d'abord, je veux parler de mes limites rapidement. C'est que, comme Joanne a dit, je ne suis pas épidémiologiste, donc je vous raconte un peu comment on voit ça quand on est ergonome et qu'on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui pose un risque pour les personnes. Soit, moi, c'est surtout, bien sûr, en santé au travail, mais j'ai une petite pensée aussi pour les gens qui sont en santé environnementale. Le plan de ce que je vais dire, c'est que je vais parler de si on doit mesurer le genre, comment qu'on le mesure et qu'est-ce qu'on fait avec cette mesure une fois qu'on l'a et qu'est-ce qu'on fait avec le sexe. Mais en fait, je vais parler du genre et du sexe en même temps. Ayant vu les noms des personnes présentes, je ne vous avais pas besoin que je vous distingue le sexe et le genre, mais je vais le faire pareil parce que je l'ai présenté. Je l'ai préparé, donc je ne veux pas avoir perdu mon travail. Donc, grosso modo, le sexe réfère au biologique et je veux juste distinguer, parce que j'ai un doctorat en génétique, entre ce qui est chromosomique et ce qui est biologique, parce que c'est pas pareil. Le sexe est donné par les chromosomes XX ou XY ou leurs variations occasionnelles, mais c'est aussi exprimé dans les hormones et dans la physiologie et donc en interaction avec l'environnement. Donc le sexe est chromosomique, mais aussi environnemental. Et ça comprend bien sûr ce qui se passe dans le milieu de travail. Il y a Anne Fausto Sterling, dont le nom apparaît à l'écran, qui a fait un super livre là-dessus que je vous recommande. Et il y a aussi Ruth Hubbard qui a écrit là-dessus sur tout ce qui peut changer l'expression du sexe et qui est induit par l'environnement. Et je mentionne aussi le fait qu'on est actuellement en sciences obligé aussi de tenir compte du fait qu'il y a des gens qui font une transition entre le sexe dit mâle ou femelle. Et il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, ça se chiffre, semble-t-il, à 0,6% de la population nord-américaine, mais comme ça, c'est en augmentation, puis il y a toutes sortes de variantes, il faut qu'on en tienne compte aussi. Pour le genre, encore là, je suis sûre que vous savez c'est quoi, mais je veux mettre l'emphase sur le fait que le genre n'est pas une caractéristique
uniquement individuel. C'est une expression de relation avec d'autres personnes et ça peut être aussi une représentation de différents facteurs de risque, soit de la discrimination, soit de l'exposition toxique, soit quand on est ergonome, on pense aux postures de travail, aux gestes posés dans le travail. Donc, c'est une représentation de beaucoup de choses. Et ce qui nous pose la question, si on va faire des enquêtes quantitatives en milieu de travail ou en santé environnementale, qu'est-ce qu'on veut mesurer exactement et comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, si on considère le genre, parce que c'est là où, en milieu de travail, j'ai le plus d'expérience, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes et les hommes travaillent dans des secteurs et dans des professions différentes. Et le chiffre qui va faire voir ça, c'est le fait que si on voulait que les hommes et les femmes soient dans les mêmes professions, à 4 chiffres, dans les classifications de Statistique Canada, il faudrait que 50% de la population change d'emploi. Okay? Donc, c'est très différent. Il y a beaucoup de ségrégation. Et à l'intérieur de la même profession, les gens ne font pas la même chose. On a démontré ça dans plusieurs articles dont je peux vous donner les références. Si on est serveur, c'est pas la même chose que d'être serveuse. On n'a pas les mêmes choses à porter, on n'a pas les mêmes activités de travail, on ne marche pas au même rythme, etc. Pour les mêmes tâches qu'on fait, on a différents mouvements parce qu'on est plus petit, plus grand, plus fort, moins fort. Et donc, il y a beaucoup le mot tâche ne veut pas dire nécessairement la même chose pour les hommes et les femmes. Et bien sûr, l'articulation travail-famille ou travail-vie personnelle est aussi souvent différente selon le sexe. Donc, là, après cette introduction, qu'est-ce qu'on fait quand on veut mesurer le genre? Il y a deux points de vue ou deux façons ou deux approches pour mesurer le genre. Une approche, c'est l'approche qu'on peut dire binaire, c'est-à-dire que le genre, c'est soit masculin, soit féminin. Je vais revenir tantôt. Mais il y a aussi des gens qui veulent mesurer le genre sur une échelle, qui veulent donner un pointage de genre. Et là, moi, j'ai articulé une critique là-dessus, j'ai écrit là-dessus, je ne vous donne pas toute l'argumentation, mais je vais juste évoquer une critique et je vais donner une cible facile qui est un article dans Annals of Work and Health de Peter Smith et Mika Kuhorn, qui sont deux chercheurs que j'aime beaucoup, qui sont très, très bons, mais à mon avis, ils se sont gourés en 2016 et ils ont construit un indice de genre à partir des statistiques qu'ils avaient de l'Ontario. Et ils avaient 4 composantes pour mesurer le genre, soit les responsabilités familiales. Est-ce que vous avez, depuis 2 semaines, manqué votre travail en raison de responsabilités familiales? Et si oui, vous avez un plus de genre, vous êtes plus féminin. Si vous avez un emploi typique de votre genre, vous avez des points pour ça. Si vous avez plus d'heures de travail rémunérées que votre conjoint ou conjointe, qui est présumé d'être de l'autre sexe, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous travaillez plus d'heures, vous êtes plus masculin. La même chose pour l'éducation. Vous avez plus de points, plus de masculinité si vous avez plus d'éducation que votre partenaire, alors qu'en général, les femmes ont plus d'éducation que les hommes. Donc, ils ont construit un indice
de genre, et là, il voulait l'associer au facteur de risque. Et ma question, c'est si on veut étudier les relations entre les responsabilités familiales et le risque, entre le type d'emploi et le risque, etc., pourquoi pas le mesurer directement? Parce que si on veut faire de la prévention, ce qu'on veut prévenir, c'est le facteur de risque et pas le genre. Parce qu'il n'y a pas d'intervention préventive en santé publique qu'on puisse faire au sujet du genre. On ne peut pas prévenir le genre, que je sache. On ne va pas faire une intervention pour que tous les hommes soient plus féminins ou toutes les femmes soient plus masculines. Donc, pourquoi le faire? Donc, ça, c'est ma question toujours quand je vois des gens qui veulent mesurer le genre sur une échelle. Maintenant, si on veut le mesurer de façon binaire, je reviens plus tard, je veux juste mentionner la même critique s'applique au sexe. Si on veut mesurer un facteur qui modifie les effets du travail, par exemple les hormones et les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs vont avoir un effet différent selon le statut hormonal de la personne. Est-ce qu'on veut mesurer le sexe ou est-ce qu'on veut mesurer le statut hormonal? Et la question peut se répéter aussi si on veut étudier l'effet du, oups, j'ai pas beaucoup de temps, des effets toxiques du mercure, par exemple. On ne veut pas nécessairement mesurer le sexe, on veut mesurer le métabolisme du mercure qui peut effectivement différer selon le sexe. Donc, si on veut faire une mesure binaire du sexe ou du genre, il y a un chercheur que je vais vous recommander, c'est Greta Bauer de l'Université de Western Ontario. Et j'ai sa question devant moi, mais elle a fait un article là-dessus, donc je ne vais pas tout poursuivre, mais elle a ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est plus compliqué que juste de dire est-ce que vous êtes un homme ou une femme, parce que ça prend une troisième catégorie qui est quelque chose d'autre. Et ce que Bauer a montré dans ses études, c'est que si on ne fait pas très, très attention avec ce type de questions, on a dans la catégorie, je ne sais pas, beaucoup plus de personnes qui sont soit hommes ou soit femmes, ou s'identifient comme hommes ou femmes, que de personnes qui sont définitivement trans ou autre chose. Parce qu'il y a tellement d'ambiguïté dans certaines façons d'exprimer le doute que tout le monde en doute. Okay? L'exemple étant, quel est le sexe sur votre acte de naissance? Moi, j'ai aucune idée, donc je vais mentionner je ne sais pas. Et je vais être dans la catégorie trans, mais je ne suis pas trans pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la mesure du genre ou du sexe une fois qu'on l'a? Est-ce qu'on ajuste pour le sexe ou le genre? Là, on a écrit plusieurs articles pour dire que si on ajuste pour le genre, on rend invisible toutes les expositions non mesurées qui sont associées au genre. Et juste contrôler pour les interactions multiplicatives ne marche pas parce qu'on n'a souvent pas assez d'hommes dans les conditions de femmes ou de femmes dans les conditions d'hommes pour pouvoir tenir compte des interactions et les interactions vont paraître négatives. Donc, ce que ça veut dire en clair, c'est que, par exemple, si on mène une investigation où on ajuste pour le genre et on compare cette investigation à une investigation où on fait la stratification, donc la ségrégation selon le genre, on trouve que nos résultats, si on ajuste, sont faussés et on a des résultats, des associations très différentes. Donc, encore là, je n'ai pas le temps de vous donner tout le détail, mais je peux vous donner des références si vous les souhaitez. Donc,
Un exemple que je vais vous donner, c'est quand on ajuste pour le genre dans la posture de travail, si on étudie la posture de travail, on a des résultats qui sont faussés. Et quand on stratifie, il faut poser des questions. Donc, je vous donne un exemple. On regarde les douleurs aux pieds ou aux jambes selon la posture de travail. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les hommes et les femmes ont plus de douleurs s'ils travaillent debout sans bouger par rapport à s'ils sont assis sans bouger. Cependant, si on regarde la différence homme-femme, on voit que les femmes ont beaucoup plus de misère quand elles sont debout que les hommes. Si on ajuste pour le genre, on va faire disparaître mathématiquement cette différence, mais en fait, si on fait une investigation de plus, et ça revient à la photo que je vous ai montrée tantôt, la posture de travail des hommes, c'est beaucoup plus debout en mouvement. La posture debout des femmes, c'est beaucoup plus debout sans bouger. Et donc, il y a un aspect non mesuré de la posture debout qui est différent pour les deux sexes. Quand on ajuste pour le sexe ou le genre, on ajuste pour cette différence de posture qui est critique dans ce cas-ci pour les douleurs. Est-ce que... Donc, nous, on préconise des explorations préalables et il y a un article de Harenstam qui nous a inspiré dans le Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. Nous avons écrit un article dans PIST qui explique la différence si on stratifie versus si on fait une explication par une analyse de grappe. Je ne vais pas vous présenter ces résultats-là, mais ce qu'on dit, c'est que l'analyse de grappe ou toute exploration qui est exploratoire va nous permettre de voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les conditions de travail ou les conditions environnementales, et on va pouvoir projeter sur les grappes obtenues soit le sexe, soit le genre, soit les autres aspects qu'on peut explorer avec une analyse qui est intersectorielle, donc l'ethnie, la classe sociale, etc. Et ça nous permet de le faire sans perdre de puissance statistique. Et donc, c'est ça que nous, on recommande de faire dans des enquêtes quantitatives avant de décider d'ajuster ou de stratifier selon une caractéristique qui peut représenter non seulement la caractéristique elle-même, mais aussi un ensemble de conditions de travail. Donc, en somme, si je veux regarder dans mes recherches la relation entre une exposition au travail, là où le nom de l'exposition peut référer à différentes réalités selon qu'on soit un homme, une femme, un noir, un blanc, une personne riche, une personne pauvre, une personne bien formée, une personne sans instruction, je suis mieux de voir ce que les variables veulent vraiment dire avant de faire mon enquête quantitative. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Je voudrais avoir tout. Enfin, j'aurais 1 million de questions. Moi, la première, je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres aussi. Mais Michel, je te laisse présenter Hélène. Il faudrait que vous ouvriez votre micro quand même de votre côté. Merci. Merci beaucoup, Karen. C'était très, très bien et à mon avis, rejoint tout à fait ce que va nous présenter Hélène. On va pouvoir avoir une discussion très riche. Donc, voilà, je vous présente Hélène Collineau, qui est médecin de santé publique, épidémiologiste, qui travaille à l'hôpital de Toulouse et aussi à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3.
Et Hélène est en train aussi de développer un travail de doctorat en épidémiologie sociale sur les méthodes d'inférence causale, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la thématique du genre et du sexe. Et voilà, comment mesure-t-on tout ça et comment fait-on pour prendre ça en compte en épidémiologie sociale. Donc voilà, je te laisse la parole. Donc moi j'ai choisi, je me suis intéressée donc à cette question, je suis partie de cette question peut-être un peu scolairement, doit-on mesurer le genre? Une question donc, auquel je réponds oui, et donc si oui, pourquoi? Pourquoi mesurer le genre en épidémiologie? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est une mesure? On peut se dire qu'une mesure, c'est un modèle, donc c'est une représentation de la réalité, d'un phénomène de la réalité, donc ici le genre. Donc si c'est une représentation, c'est un proxy, une simplification. On part du phénomène, mais en le mesurant, on va perdre quelque chose de ce phénomène. On va accepter de le simplifier. Et pourquoi on va accepter cette simplification? Parce qu'on veut lui appliquer des outils, des techniques, des théories, donc dans les méthodes, avec les méthodes quantitatives, donc des outils statistiques. Donc c'est un outil pour répondre à une question. Et en recherche, donc ça va être, donc voilà, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Ici, ça va être utile pour répondre à une question de recherche. Donc, si on doit mesurer le genre pour étudier le genre, on recule encore d'un pas. Pourquoi étudier le genre en épidémiologie? On observe en fait qu'il existe des différences de santé entre les hommes et les femmes. Donc, par exemple, sur l'espérance de vie, malgré une amélioration de cette espérance de vie ces dernières années, en fait, on remarque qu'il existe systématiquement une différence entre les hommes et les femmes. Et ces différences de santé, on va les retrouver très tôt dans l'enfance. Par exemple, ici, j'ai donné... je n'ai pas de souvenir. Je donne l'exemple en fait, d'une observation qu'on a faite sur une cohorte britannique chez des enfants de 5 ans. Où, en fait, on voit que les petits garçons à 5 ans ont 1,5 fois plus de probabilité d'avoir des antécédents d'hospitalisation, des antécédents d'accident. Ils ont plus souvent aussi des allergies, des antécédents infectieux, ils ont plus souvent des déficits auditifs et visuels, ils ont plus souvent des troubles du langage. Donc ça, en fait, ça nous pose la question des mécanismes de ces différences, mais globalement, ça me semble important à partir de ce constat de pouvoir décrire, comprendre, prendre en compte, voire modifier ces différences de santé. Donc du coup, ici, je restreins un peu mon champ à cette question de décrire et comprendre les différences de santé entre les hommes et les femmes. Donc bien sûr, ce n'est pas l'ensemble des questions qu'on peut poser en santé par rapport au genre. J'explique ici, par exemple, les études sur les populations intersexes, sur les populations transgenres, pour m'intéresser à cette question posée de cette façon. Pourquoi s'y intéresser aussi à cette question posée de cette façon? En fait, c'est qu'on constate qu'en épidémiologie et en recherche clinique, il y a différents biais de genre qui sont possibles et qui sont fréquents. Soit on va considérer le masculin comme neutre, et ça va avoir par exemple pour conséquence d'avoir des essais cliniques qui sont réalisés seulement chez des hommes pour par exemple tester l'efficacité de traitements qui seront ensuite appliqués à toute la population, parce qu'on va considérer que le masculin est le sexe neutre, ou l'homme est le sexe neutre. Un autre exemple, c'est par exemple c'est la clinique des pathologies cardiovasculaires va être construite à partir des symptomatologies dites typiques parce qu'elles sont observées chez les hommes. Un autre biais de genre qui existe, c'est une vision plutôt universaliste, où là, en fait, on va considérer que justement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc on va construire des indicateurs de santé, comme la santé perçue, qui ne va pas prendre en compte justement les différentes expériences en fonction du genre, ou les besoins différents en fonction du sexe, etc. Et donc, on va créer un critère, une mesure universelle qui va invisibiliser l'un ou l'autre des genres. Un troisième biais possible, c'est l'essentialisation ou la naturalisation des différences entre les hommes et les femmes. Donc, essentialisation, par exemple, quand on stratifie systématiquement sur le sexe, comme si les hommes et les femmes étaient sur tous les plans non comparables, incommensurables.
naturalisation quand on va favoriser systématiquement des hypothèses biologiques pour expliquer des différences qu'on va observer entre les hommes et les femmes. Donc, ça me paraît important d'étudier, de mieux comprendre en tout cas les mécanismes qui expliquent les différences de santé entre les hommes et les femmes pour pouvoir éviter ces biais de genre. Plus particulièrement en épidémiologie sociale, puisque c'est ma discipline, en fait, on a un paradigme central qui est l'incorporation du social, en fait, qui veut qu'une différence qui existe, une inégalité qui existe sur le plan social va se retrouver sur le plan biologique parce qu'elle va s'incorporer tout au long de la vie et se traduire par des différences de mortalité ou de morbidité qui va suivre la même hiérarchie que celle qui existait sur le plan social. Concernant le genre, en fait, on constate sur plusieurs dimensions une inversion du phénomène, puisqu'on considère que, si on considère que les femmes sont plutôt dominées socialement sur le plan symbolique, économique et physique, en fait, elles sont plutôt favorisées sur différentes dimensions de la santé. Donc ça, c'est un challenge pour l'épidémiologie sociale de comprendre ce phénomène, et pourtant, il a été encore peu exploré. Donc, pour comprendre ces différences de santé, ce qui me semble important, c'est justement de distinguer les mécanismes sociaux et biologiques qui vont construire ces différences de santé entre les hommes et les femmes. Donc, par exemple, justement, pour expliquer le phénomène de l'inversion du genre, on trouve parfois des hypothèses biologiques selon laquelle l'existence de désavantages biologiques innés liés au sexe mâle et non compensés par l'avantage social de la masculinité expliquerait l'inversion des inégalités sur le plan de la santé en fonction du genre. On trouve aussi des hypothèses sociales où cette fois ce serait la domination sociale masculine qui passerait par la valorisation de certains comportements et par une exposition différentielle au risque qui va au final les désavantager. Et finalement, pour justement expliquer ces mécanismes sociaux et biologiques, les hypothèses elles vont souvent être liées aux disciplines. Dans les sciences humaines et sociales, souvent on va plutôt s'intéresser à la dimension sociale et négliger les faits biologiques, les mécanismes biologiques, soit parce qu'on va les considérer hors champ, soit parce qu'on va considérer que c'est des approches à risque de naturalisation, puisque la démarche au départ était justement de déconstruire des différences qui étaient surtout justement essentialisées et naturalisées. Dans les sciences biomédicales, en tout cas en épidémiologie, en recherche clinique, c'est plutôt les hypothèses biologiques qui vont être favorisées ou en tout cas pas explicitées. Voilà. Donc, et sinon, la troisième situation, c'est qu'en fait, on va associer des mécanismes sociaux ou des mécanismes biologiques en fonction des variables d'intérêt. Donc, j'ai pris un exemple sur une formation en ligne justement sur l'analyse du sexe et du genre, sur l'analyse de données, où ils proposent d'identifier parmi un ensemble de variables ceux qui sont liés au sexe. Donc, ils ne disent pas que le taux sanguin, la taille à l'âge adulte et la masse corporelle ne sont pas liés au genre, mais ça montre un petit peu une façon de réfléchir justement qui va associer des variables plutôt de nature biologique au sexe et des variables de nature sociale au genre. Ça me permet en fait de faire une remarque justement pour dire qu'une variable biologique peut être distribuée différemment entre les hommes et les femmes, mais avoir des causes, au moins en partie, de nature sociale. Donc, par exemple, la masse musculaire, elle peut être déterminée, bien sûr, en fonction de déterminants innés, biologiques innés, qui sont fortement associés au sexe de naissance, mais elle va aussi dépendre, par exemple, du type d'activité exercée par les individus, des activités qui sont socialement déterminées, notamment en fonction du sexe et du genre. Donc, elles sont genrées, donc la masse musculaire l'est aussi, au moins en partie. Alors, dans la littérature, en fait, à ce sujet, il y a eu plusieurs articles qui ont appelé à ne pas confondre le sexe et le genre, avec en général, donc, dans notre discipline, le sexe qui est défini comme les différences biologiques. Donc, c'est pas toujours précisé, mais par rapport à ce que je viens de dire, donc c'est bien les différences biologiques innées entre les hommes et les femmes.
et le genre qui fait souvent référence au sens classique défini par Anne Oakley, qui sont l'ensemble des différences sociales entre les hommes et les femmes et parfois divisées en différentes catégories, les rôles de genre, l'identité de genre, les relations de genre, le genre institutionnalisé. Et ce sont des termes qui sont souvent mal connus donc en épidémiologie et même utilisés comme synonymes. Donc justement, ces papiers qui sont sortis avaient pour objectif de rappeler ces définitions et d'appeler à ne pas les confondre. Il y a aussi un appel à mesurer le genre, à développer des mesures de genre. Et l'objectif que je vois derrière, c'est de mesurer le genre justement pour pouvoir distinguer l'effet du genre et l'effet du sexe. Donc, quelque part, distinguer les mécanismes sociaux, entendus comme les effets du genre, des mécanismes biologiques, entendus comme les effets du sexe, pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes. Donc, si on en revient à notre question de départ, pourquoi mesurer le genre? Mesurer le genre pour distinguer les mécanismes sociaux et biologiques qui expliquent les différences entre les hommes et les femmes. Alors, pourquoi mesurer le genre pour étudier les différences de santé entre les hommes et les femmes? Si on revient à notre définition de la mesure du départ, les enjeux sont doubles. D'abord, on attend de cette mesure qu'elle soit un proxy d'un concept complexe issu des sciences humaines et sociales. Sachant que ce concept, ce terme en tout cas, il peut justement faire référence à plusieurs concepts. On peut utiliser le terme de genre pour parler de l'identité de genre, de l'expression de genre, ou alors du processus systémique qui conduit à une socialisation différenciée basée sur le sexe, ou alors un système de normes qui institue des rapports de domination basés sur le sexe, etc. Sachant que pour chacun de ces concepts, en fait, ils sont multidimensionnels. Ça peut être des habitudes, on peut avoir une certaine façon d'exprimer le genre de façon vestimentaire et une autre dans nos comportements, dans notre personnalité. Ils sont multiniveaux, on ne va pas forcément exprimer le genre ou attendre la même chose dans la famille, dans le milieu professionnel. Ils sont transsectionnels, ce n'est pas la même chose d'être une femme racisée qu'une femme non racisée. Ils sont aussi évolutifs. Au cours de la vie, ce n'est pas la même chose d'être un garçon de 5 ans qu'un homme de 60 ans, évolutif en fonction des générations. Ce n'est pas la même chose d'être une femme de 20 ans dans les années 1960 qu'en 2020, etc. Donc on voit ici la difficulté de partir de ce concept complexe pour produire une mesure qui puisse être utile et répondre aux questions de l'épidémiologie et qui, elle, a besoin de mesures qui produisent des variables d'un nombre limité, soit catégorielles ou quantitatives, pour donc répondre à ces objectifs, c'est-à-dire être un outil pour distinguer les mécanismes sociaux, biologiques des différences hommes-femmes. Donc, en fait, on considère que voilà, le sexe de naissance, enfin, quand on regarde notre code de santé en fonction du sexe de naissance, on va observer des différences. Ces différences s'expliquent soit par un chemin social, soit par un chemin biologique. Et la mesure du genre va nous permettre de comprendre, d'expliquer le chemin social. Alors, les limites de cette approche, c'est d'abord qu'il n'y a pas de façon consensuelle de définir et de mesurer le genre et que le plus souvent, ils dépendent des données disponibles quand on fait une analyse de données secondaires. Ensuite, donc, on part à la fois du concept et de l'objectif, sachant qu'une définition qui va être proche d'un concept n'est pas forcément justement le plus adapté à l'objectif. Par exemple, si on s'intéresse ou si on définit la mesure à partir de l'identité de genre qu'on va demander aux personnes de déclarer, on peut se demander qu'est-ce qu'elle capture exactement, sachant qu'elle va être en partie déterminée par les normes de genre du milieu dans lequel la personne évolue et aussi d'autres déterminants sociaux comme la capacité à s'autodéterminer qui va dépendre d'une génération, d'un niveau d'éducation, etc. Ensuite, donc, on l'a vu, c'est des concepts et des mécanismes qui sont multidimensionnels, multiniveaux, diffus, contextuels, transsectionnels, évolutifs, donc ils sont difficiles à capturer par une ou quelques mesures individuelles. Et c'est difficile aussi de justifier une mesure fixe et universelle, puisque justement, ils sont très contextuels.
Donc là, j'ai donné l'exemple du Ben Sex Role Inventory. Donc je pense que c'est un peu le même. Pardon. Oui, en fait, c'est des scores qui sont issus plutôt des sciences de la psychologie, qui sont basés sur des stéréotypes de genre. Donc, par exemple, les hommes sont plutôt dominateurs, les femmes sont plutôt compatissantes, et du coup, qui vont être très peu sensibles justement au contexte de génération, de culture, et vont défendre une vision assez universaliste de ce qu'est le genre. Il y a d'autres mesures du type diagnostic de genre. Donc ça a été plutôt développé a priori dans le domaine santé-travail. Donc je pense que la mesure dont faisait référence Karen à Smith et Kehorn, je crois, c'était peut-être ce type de mesure. Donc là où en fait on va développer un score à partir des distributions, des caractéristiques qu'on observe en fait dans une certaine population pour construire un diagnostic de ce qu'est être une femme ou être un homme dans cette population. Donc, c'est des mesures qui sont plus contextuelles peut-être, donc c'est leur avantage. Après, bien sûr, souvent, elles sont très dépendantes des données disponibles. Donc, souvent, ça fait beaucoup référence justement au type de profession, au type de tâches dans le travail, à la responsabilité du travail domestique, aux revenus par rapport aux partenaires, etc. Donc, du coup, peut-être très, très limité sur le nombre de dimensions. Alors, après, même si on développe une mesure du genre, cette mesure ne peut pas capter tout le phénomène de genre ou tous les chemins sociaux. Donc, en miroir, on ne peut pas dire que ce qui ne passe pas par cette mesure, c'est finalement le chemin biologique. Donc ça, c'est une des limites aussi de cette mesure. Ensuite, même si on mesure le genre et le sexe, pour répondre à cette question de distinguer chemins sociaux et chemins biologiques, ça ne suffit pas, parce qu'il ne faut pas confondre les mesures et les mécanismes. Donc, par exemple, si on observe une différence de santé en fonction d'une variable de sexe, une mesure du sexe, on va la définir dans un modèle comme l'effet du sexe. Mais cet effet du sexe, ce n'est pas la part des différences qui s'explique par des mécanismes biologiques, parce qu'en fait, il s'agit de l'effet total du sexe, c'est-à-dire l'effet qui est non médié, mais aussi médié par le genre, par des mécanismes sociaux. De la même façon, si on observe des différences en fonction d'une mesure de genre, dans un modèle, on va parler d'effet du genre, mais ce n'est pas non plus les différences qui s'expliquent ou la part des différences qui passent par des mécanismes sociaux. C'est un effet du genre non ajusté sur un facteur de confusion potentiellement majeur qui est là le sexe. Donc, c'est là où les méthodes des analyses causales peuvent nous aider en fait à bien définir ce qui nous intéresse vraiment, à quelles questions on veut répondre, pour savoir sur quoi on ajuste, qu'est-ce qu'on mesure exactement pour bien distinguer les mécanismes sociaux et biologiques. Alors, il y a peut-être une autre façon justement de répondre à cette question, de distinguer les mécanismes sociaux et biologiques des différences, cette fois sans mesurer le genre à l'échelle individuelle. Et donc, pour ça, en fait, on définit le genre comme un effet d'interaction. En fait, dans les années 60, donc Margaret Mead a observé que des tempéraments typiquement féminins ou masculins, ou qu'on définit comme typiquement féminin ou masculin, va varier en fonction des sociétés. Et à partir de cette observation, elle va conclure que ces tempéraments ne peuvent pas s'expliquer, ou la différence de tempérament en fonction du sexe ne peuvent pas s'expliquer par le sexe biologique, mais sont des constructions sociales. Et c'est vrai qu'intuitivement, quand on observe que les différences entre les hommes et les femmes vont varier fortement en fonction des classes sociales, en fonction des cultures ou d'autres catégories sociales, on va supposer que ce sont des mécanismes sociaux qui expliquent ces différences. Donc, on peut dire qu'il y a du genre quand l'effet du sexe varie en fonction de l'environnement social. Un peu en miroir, donc, si on définit le genre comme le fait que certaines dimensions individuelles, des traits, des rôles, responsabilités ou activités sont prescrites et donc observées de manière différenciée selon le sexe dans un groupe social, on peut dire que finalement il s'agit d'une sorte de distributeur différentiel d'exposition et donc qu'il y a du genre quand l'effet de l'environnement social varie en fonction du sexe. Donc en fait on part de cette façon de comprendre le genre pour le définir comme une interaction entre le sexe et l'environnement.
ce qui nous permet d'étudier ce phénomène sans mesurer le genre. Cette approche, elle a aussi plusieurs limites. Par exemple, elle va déplacer la difficulté de mesurer ce phénomène complexe du genre à la difficulté de mesurer le phénomène complexe de l'environnement social. Ensuite, elle va nécessiter une population très hétérogène socioculturellement pour pouvoir observer cette variation des différences en fonction de l'environnement social, donc pour observer l'interaction. Et ensuite, donc là, c'est un peu la même limite que lorsqu'on utilise des mesures individuelles du genre, c'est aussi que ça semble difficile de capter tout le genre, tout le phénomène. Donc, on ne pourra jamais dire que ce qui passe pas par, cette fois pas la mesure, mais cette interaction, c'est tout le phénomène du genre. Et donc, ce qui passe, ce n'est pas tout le phénomène du genre. Donc, ce qui ne passe pas, ce n'est pas le chemin biologique. Ça reste du chemin biologique et un chemin social qu'on n'aurait pas capté par cette interaction. Donc, en conclusion, une mesure, c'est un modèle imparfait pour répondre à un objectif. Donc, la réflexion sur la mesure va nécessiter à la fois de préciser nos hypothèses sur le phénomène et la façon de le décrire, de le décomposer, donc sur le genre, et aussi de préciser nos hypothèses de travail, nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut mesurer exactement et comment cet objectif et ce qui nous intéresse va rencontrer ou pas le concept et la mesure qu'on aura développé. Ensuite, on va bien sûr avoir des problématiques de faisabilité de la mesure. Donc, ce qui va faire qu'on va d'abord, à partir de cet enjeu de la mesure du genre, structurer nos méthodes d'analyse, mais qu'on va devoir ensuite les tester sur des données simulées et sur des données réelles pour voir si elles sont applicables. Et donc ça, c'est la perspective de thèse pour la suite. Voilà, merci. Merci Hélène. Merci beaucoup, mesdames. C'était plus qu'intéressant et ça laisse beaucoup de questions encore. Mais je pense que vous avez aussi levé beaucoup de lièvres qu'il va nous falloir peut-être poursuivre ensemble. Nous devons clore puisque nous sommes arrivés à terme du temps annoncé. J'aimerais encore une fois beaucoup remercier Karen et Hélène. Un petit plus pour Karen qui s'est quand même pointée à 6 heures du matin pour venir nous parler. C'est extrêmement apprécié. Peut-être, Michel, je te laisse le mot de la fin parce que j'ai beaucoup parlé ce coup-ci, moi. C'était juste pour vous dire tous et merci d'être venus. Merci de vous être levés, Karen. Vraiment, on l'apprécie énormément. Et on se retrouve donc le 20 mars pour un deuxième webinaire sur les mesures utilisées justement pour essayer de capturer le genre. Voilà, et on diffusera l'information en suivant. Donc encore merci.